Madame Ojardias, Jean-Marc Venard, Richard Clavry, Clément Saint-Olive. Bien, installez-vous. Bernadette Ojardias, vous êtes la vice-présidente du collectif EHPAD Famille 42 et autres départements, dont le siège se trouve près de Roanne. Bienvenue, Jean-Marc Venard. Présente-t-on encore Jean-Marc Venard. Bon, je le fais, mais directeur des jardins de Matisse au Grand Quevilly et vice-président du CINERPA. À côté de vous, Clément Saint-Olive, fondateur d'Alenvie, service d'aide à domicile, entreprise ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, pionnier du modèle d'équipe autonome dans les services d'aide à domicile. Et puis enfin Richard Clavry, président fondateur du groupe Montana et l'un des administrateurs du CINERPA Résidence Senior. Merci à tous les quatre d'être là. On rappelle l'engagement numéro 6 parce qu'il va vous intéresser particulièrement. Ouvrir les établissements via une participation active des résidents, familles et collaborateurs à l'ensemble des projets et une implication des parties prenantes externes avec notamment l'objectif d'ici 2025 d'atteindre 100% des entreprises, établissements ou services dotés d'un comité de parties prenantes. Madame Ojardias, pouvez-vous nous présenter votre association, collectif EHPAD Famille 42 et autres départements, l'origine de sa création, son action surtout? Tout d'abord, merci Monsieur le Président d'offrir cet espace de parole aux familles. Alors notre collectif a été créé à Roanne, dans la Loire, en juin 2020. Il est né de la rencontre entre des familles effondrées et révoltées par les mesures drastiques prises à l'encontre des résidents lors et à l'issue du premier confinement et très inquiète à l'idée que ces enfermements puissent se reproduire. Depuis juillet 2021, il est devenu association loi 1901, apolitique, non confessionnel et sans but lucratif. Il compte une centaine d'adhérents sur tout le territoire, ayant des proches autant en EHPAD public qu'en EHPAD privé. C'est 50-50. En 2022, nous avons rejoint l'association AVEC, Ensemble vieillir ensemble en citoyens, et nous nous mobilisons pour témoigner des dysfonctionnements en EHPAD et alerter les autorités compétentes. Notre mission, c'est défendre les droits et libertés des résidents en EHPAD, lutter contre les maltraitances pour que nos parents, et peut-être les vôtres, vivent dignement leur fin de vie. Alors, quelques-unes de nos actions, c'est intervenir comme aujourd'hui dans différents congrès pour faire entendre la voix de nos parents à travers celle des familles. Nous rencontrons régulièrement des élus, les instructeurs du pôle santé de Madame la Défenseure des droits. Et le 6 mars, notre association a été invitée au ministère des Solidarités à intervenir au lancement des états généraux des maltraitances. Et nous avons produit un écrit pour apporter notre contribution citoyenne à ces états généraux. Et au vu de nos constats, le 24 juin prochain, en présence de Madame Casagrande, qui est chargée de la lutte contre les maltraitances au ministère, nous organisons à Roanne une après-midi sur le thème « Alerte maltraitance sur personnes vulnérables ». Nous avons une mission d'écoute, de conseil et d'orientation auprès des familles qui nous interpellent. Et nous réfléchissons également actuellement à l'EHPAD du futur, où nous pensons que les familles doivent avoir leur place dans cette réflexion. À travers nos témoignages, nous voulons être les témoins de terrain afin de faire entendre, en dehors des murs des EHPAD, la réalité de vie des citoyens qui y résident. Et j'en profite pour remercier l'ensemble des équipes pour leur travail auprès de nos parents. Il ne s'agit pas de faire un procès d'intention envers les professionnels en EHPAD, mais de travailler ensemble, de faire alliance dans un esprit constructif. Bien, alors on va en parler très concrètement. Elle est là, Madame Murg, ou pas? Oui, je suis
Oui, elle est là. Hop, on a un micro pour vous, je crois, puisque vous faites partie de l'association de Madame Ojardias. Alors racontez-nous, si possible, de manière... Je peux pas. Il faut que je vous raconte une histoire. Oui, alors vous allez la raconter, mais juste promettez-moi d'être relativement synthétique. Je vais me dépêcher. Puisque vous voulez nous parler de votre grand-mère qui a 103 ans, c'est ça? C'est ça. Dans un établissement à Saint-Étienne. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle s'appelle Marguerite. Et puis, j'ai 103 ans. Je suis la doyenne de la résidence de la ville et de la ville où j'habite depuis 12 ans. Je m'en suis relevée. Moi, j'aime la vie. Elle est précieuse. Vous savez, j'ai vécu la guerre, alors c'est pas un infarctus qui va me faire peur. Au début, je dois dire que c'était plutôt bien. On entrait là comme dans un village. Il y avait un brassage de gens, un beau mélange de familles, des membres du personnel, de la directrice, et tout le monde parlait avec tout le monde sur cette belle terrasse à l'entrée, où tous les vieux pouvaient voir les gens aller et venir, et puis il y avait un bar à l'entrée. Alors, les gens se réunissaient autour. Et puis j'ai vieilli, et un jour je suis tombée, et il a fallu me mettre une prothèse de hanche. Mais je n'ai pas remarché, j'avais peur, et le kiné ne venait que rarement, et il n'y avait pas que moi à soigner. Et puis la directrice dynamique et joyeuse est partie, c'est une infirmière chef qui l'a remplacée pour faire sa formation. Et là, les choses se sont dégradées. C'est dans ma chambre, surtout, que les choses se sont mal passées. Je disais bien à mes petites filles que quelqu'un me voulait du mal, ma mémoire commençait à me faire défaut, alors je n'arrivais jamais à me souvenir du prénom de cet agent de service. Et je n'arrivais pas à raconter le mal qu'elle me faisait. Je crois qu'oublier m'aidait à supporter. Mes petites filles en ont parlé à la directrice qui leur a répondu qu'il ne fallait pas toujours écouter ce que je disais parce qu'à mon âge, on se sent persécuté. Je perdais la tête, en somme. Pourtant, elle le savait bien, cette directrice, que tout le monde se plaignait. Et au passage, elle n'avait pas la fonction requise pour m'aider à la toilette, cette agente. Un jour, elle a voulu expliquer à ma famille pourquoi elle ouvrait sans cesse la fenêtre de ma chambre et elle leur a dit devant moi « C'est parce que ça pue ici ». J'ai eu tellement honte, moi qui fais toujours attention à mes mains propres. Alors ma famille a compris, surtout qu'un matin, on m'a retrouvée enfermée dans la salle de bain. Une infirmière a réussi à ouvrir la porte. J'étais en sueur et paniquée, mes lunettes tordues sur mon visage. Alors ma petite fille s'est fâchée, le cadre infirmier a empêché cette dame de s'approcher de moi. Un nouveau directeur est arrivé, il a tout vu. C'est étrange comme certains directeurs ont des problèmes de vue et d'autres clairvoyants. Et puis il a écouté les familles, lui. Toutes se plaignaient de cette femme, alors il l'a renvoyée. Avec ce directeur joyeux et qui venait tous les jours nous dire bonjour, la fête est revenue. Et la terrasse est revenue aussi. Et puis le confinement est arrivé, c'est là que j'ai fêté mes 100 ans à travers une porte vitrée, avec mes petites filles qui restaient sur la terrasse. Dans ma chambre, je ne mangeais presque plus, je ne savais plus quel moment de la journée il était, et les aides-soignantes n'avaient pas le temps de surveiller. Alors un jour, je suis tombée, je ne sais pas comment, on m'a retrouvée par terre avec une fracture du coude et un hématome interne cérébral. J'allais mourir, c'est ce que l'hôpital a dit. Ils ont dit aussi que j'étais dénutrie, alors ils m'ont renvoyée à l'EHPAD. Ils ne pouvaient rien pour moi, j'étais trop vieille. Mes petites filles se sont battues pour venir tous les jours, et le directeur humain, il les a laissées rentrer malgré le confinement. Alors quelques jours plus tard, j'étais sur mon fauteuil dans les couloirs à me promener. C'est pas un hématome qui va me tuer, j'ai vécu la guerre, je veux pas mourir moi. Et puis le directeur qui nous aimait est parti et les travaux ont commencé. Alors depuis 2 ans maintenant, il n'y a plus de terrasse devant. Alors on ne prend plus l'air. Ils nous ont promis une terrasse derrière, à l'ombre, mais elle n'est toujours pas ouverte. Alors je ne vois plus les gens passer et on n'a plus de lieu pour nous, les vieux. Même notre grande salle à manger où on se trouvait pour faire les activités n'a plus de vie. Il a été décidé que les activités se feraient dans une petite salle minuscule où on ne peut pas bouger, où ma famille ne peut pas rentrer. C'est vrai, la grande salle est toute neuve et brillante, mais il ne s'y passe que des événements exceptionnels. Le reste du temps, les résidents s'y installent devant la télé comme moi, mais on n'a pas accès à la télécommande et les aides-soignants nous mettent BFM TV. Heureusement que je ne vois plus grand-chose parce que ce que j'entends me fait très peur. Ou alors, à un autre moment de la journée, ils nous mettent l'émission Affaires conclues, où des gens vendent des vieux objets. Pardonnez-moi, Madame Mur, oui. Mais il va falloir que je vous interrompe parce que vraiment le temps nous est compté et je vois que vous avez encore beaucoup de feuilles. Non, j'en ai 4. Non, promettez-moi, ça dure combien de temps encore? J'en ai pour 2 minutes. Simplement, je veux juste dire, si vous voulez que je résume, je veux juste dire que c'est dommage parce que, en fait, il y a des aides-soignants formidables dans les EHPAD, vraiment. Il y a des directeurs et des directrices qui sont formidables et que peut-être parfois ils n'ont pas assez
le temps, les moyens, les initiatives, ils sont pas assez libres de créer, d'innover. Et voilà, du coup, il se trouve des situations très complexes. Mais ça peut être simple, on peut discuter tranquillement et c'est dommage, il y a beaucoup de freins qui ne le permettent pas. Merci en tout cas pour votre témoignage. Alors, parmi les principales pistes d'amélioration que vous souhaitez avec votre collectif, ne plus vous sentir dépossédé de vos proches, vous demandez à être tenu au courant des soins qui leur sont apportés, puisque vous n'êtes pas au courant des résultats bien souvent des prises de sang, vous demandez un renforcement du ratio soignants-soignés, vous voulez sortir des EHPAD du tout sanitaire avec un droit de visite non opposable, ou au regard du coût de séjour en EHPAD, vous demandez une qualité de vie digne à tous les niveaux, restauration, habillement, soins, animation. J'ai dit là le principal ? Oui. Madame Ojardias ? Oui. Bien. Restez avec nous. Je me tourne vers Jean-Marc Venard. Alors, les jardins de Matisse. Juste, je voudrais juste rajouter quelque chose. Il y a vraiment un écart entre le coût d'un EHPAD public et un EHPAD privé. Nous, ce qu'on demanderait, c'est qu'on ait le nom du référent du gestionnaire. Pour que quand des directeurs, moi j'ai bien entendu tout à l'heure qu'il fallait aller voir le directeur, sauf que parfois on se fait remballer entre guillemets et que nous subissons, et je suis témoin de représailles. Donc on n'ose pas aller signaler. Mais si on avait un tiers, notamment un gestionnaire ou un référent sur le département ou la région, ça serait plus facile et nous demandons des médiations avec ce tiers et en présence de la famille. Et en ce qui concerne les EHPAD privés, je peux en parler aussi, puisque ma mère vient de décéder dans un EHPAD privé. Rapidement, si vous voulez, parce que là, ça fait 10 minutes que la table ronde a commencé. On voudrait un justificatif du coût. On n'a rien contre l'actionnariat, mais qu'on ait un justificatif du coût, parce que les factures sont quand même un petit peu trop simplistes parfois. Voilà. Bien, merci. Jean-Marc Venard, alors Jean-Marc, racontez-nous comment ça se passe chez vous. Comment vous appliquez une transparence totale chez vous au Jardin de Matisse ? Alors, on fait au Jardin de Matisse ce qu'on fait dans plein d'EHPAD. En fait, il y a peut-être des épiphénomènes, mais la plupart des professionnels appliquent ce que je fais dans mon établissement, c'est-à-dire une transparence totale dès l'arrivée du résident. Et puis ce que j'appelle la colonne vertébrale démocratique qu'est le CVS, avec 3 réunions minimum par an, et puis des sous-réunions où les résidents et les familles peuvent s'exprimer hors d'assemblée très encadrées. L'idée, c'est d'avoir des petites réunions sur l'animation, sur la restauration, sur l'hôtellerie, sur le lien social, etc., constamment tout au long de l'année, que ça soit fluide, une politique de bureau ouvert où on reçoit les familles quand elles le souhaitent. Il n'y a pas besoin de demander un rendez-vous 3 mois à l'avance, etc. Des bureaux de direction et des bureaux médicaux ouverts. Et puis, ce qui me paraît essentiel, c'est aussi qu'il n'y ait pas d'heure de visite imposée. Chez nous, les heures de visite sont libres. On vient quand on veut, du matin au soir. On n'a rien à cacher, on est transparent. Et on est là au service des résidents et des familles. On fait de l'humain pour de l'humain, donc on peut avoir des problématiques, mais on est entre adultes intelligents, on se met autour d'une table, on discute, et on tire les leçons de tout ça et on fait des plans d'amélioration continue. Vous recevez les familles au moment de la signature ? Oui, toujours. Moi, j'ai cette volonté de recevoir les familles et les résidents au moment de la signature. Je leur fais signer le contrat, je leur détaille le règlement de fonctionnement et tous les organes de démocratie qu'il y a dans l'établissement. Je leur parle aussi de ce que vous évoquez, madame, la personne qualifiée. Donc, dans chaque département, il y a une personne qualifiée qui a été nommée par le département et l'ARS et que vous pouvez saisir pour faire de la médiation. Oui, ça, nous le savons. Moi, je peux témoigner qu'à 3 km de chez moi, il y a un panneau à l'entrée de l'EHPAD, ouvert de 14h à 18h. Ce qui fait que quand vous travaillez, vous ne pouvez pas aller voir vos parents et on sait très bien les conséquences de la privation du lien social. Richard Claverie, le groupe Montana, ce sont 12 résidences seniors, 8 nouvelles l'année prochaine. Alors il y a Montana, il y a Casam. C'est bien ça, hein, oui, bien ça. Soyons précis, 15 Montana, 5 Casam. 250 collaborateurs, vous en aurez 500 en 2024, quand toutes les résidences auront atteint leur maturité. Vous parlez de résidence-service pour jeunes de plus de 60 ans.
La formule, Oui, est, Christophe. la formule est bien. Est-ce que le lien entre les résidents et la direction de la résidence est aussi prégnant en résidence-service senior qu'en EHPAD? Oui, il me semble, en fait, nous avons peut-être sur ce thème une grande facilité, nous les résidences-services, c'est que nos clients sont là parce qu'ils ont fait un choix positif. Dans l'Assemblée, vous êtes, je crois, majoritairement des acteurs de l'EHPAD, et vous savez que votre clientèle est là malgré elle, parce que l'état de santé la conduit vers votre maison, aussi accueillante soit-elle, j'en suis convaincu. Dans notre secteur de résidence-service, les choses sont assez différentes, car il s'agit de personnes qui, à cause d'un certain nombre de problèmes dans leur vie d'aujourd'hui, décident de changer de domicile pour trouver un domicile adapté, décident donc de déménager, de changer tout pour que rien ne change. Rien ne change, c'est-à-dire de rester chez moi et d'avoir ma liberté, mon autonomie. Merci, monsieur le philosophe, pour votre intervention ce matin. D'avoir ma capacité à réagir, appliquer mes choix, recevoir mes proches, aller ou pas consommer les services qui sont proposés dans la résidence ou pas. Et donc ça, c'est vraiment la différence fondamentale. Nous avons bien sûr, par inspiration avec nos confrères de l'EHPAD, mis en place des comités de résidents. On n'appelle pas ça des conseils de la vie sociale parce que ça fait référence à une instance un peu obligatoire qui ne s'applique pas chez nous. Mais nous sommes dans une démarche extrêmement commerciale dans le sens noble du terme. Les gens ont choisi d'être chez nous et donc nous devons faire en sorte que la satisfaction leur permet de rester longtemps chez nous. Et d'ailleurs, chez Montana comme chez les différents intervenants des résidences seniors, les durées moyennes de séjour sont de l'ordre de 8 ans, ce qui est évidemment très important. Nos clients, vous l'avez rappelé tout à l'heure, merci de le dire, sont des jeunes de plus de 60 ans. Enfin, jeunes plus de 60 ans, en moyenne, ils ont 78 ans. En moyenne, ils ont 78 ans à l'arrivée, et puis après, ils prennent une année de plus chaque année, comme tout le monde. Mais je veux dire par là, la jeunesse est un état d'esprit. Le fait d'être jeune, de s'impliquer dans sa vie, le fait d'être acteur de sa vie, hein, c'est le thème de notre table ronde, c'est de se projeter. On se projette pour demain, pour la semaine prochaine, on a des vacances, on a des projets avec ceux qu'on aime. Mais évidemment, c'est ça que nous contribuons à faire émerger dans nos résidences avec nos collaborateurs. Évidemment, c'est plus facile à cet âge-là, en moyenne, de les associer à la vie de l'établissement que dans un EHPAD où les résidents sont plus âgés et moins autonome. C'est ce que je disais dans mon propos tout à l'heure, effectivement, et c'est pas une question d'âge, c'est une question de son autonomie, de son niveau de non-dépendance, si on peut dire. C'est une question de ce que la vie peut vous laisser comme chance d'être encore en autonomie, mais pourtant vous avez besoin d'être en sécurité, vous avez besoin de services, vous avez besoin de vie sociale. Bien souvent, c'est la solitude qui est un poison lent qui ronge les gens, et donc le fait d'être chez soi dans un domicile adapté, comme les résidences-services, eh bien voilà, c'est la solution de vie. Et puis on rappelle que le label Visea, dont on a déjà parlé ce matin, il y a 300 résidences-services qui sont labellisées Visea sur les 330. 330 330, oui. Sur 800. Oui, sur environ 800 qu'on dénombre en France. Elles remplissent de ce fait des critères immobiliers et critères de service dans lesquels entre la participation des résidents. Carrément. Alors, à côté de vous, merci Richard, Clément Saint-Olive, donc comment dans un service d'aide à domicile comme le vôtre, à l'Envie, le lien entre les personnes accompagnées, leurs proches et vos équipes s'entretient-il au-delà des missions quotidiennes? Alors juste une mini intro sur à l'Envie. À l'Envie, en fait, on s'est créé il y a 7 ans sur le constat qu'il y avait un grand décalage entre le métier d'auxiliaire de vie, d'utilité sociale. Bien, allez, hop. Un vrai métier de passion, de vocation. Ah oui, non, pardon, il ne faut pas mettre la main sur le bout du micro parce que vous voyez, c'est là où vous coupez la connexion. Comme ça va mieux. Voilà, donc à l'Envie, c'est né du constat qu'il y a un décalage entre un métier d'auxiliaire de vie passionnant, utile socialement et des conditions de travail très dégradées. Et donc toute notre mission chez À l'Envie, on est aussi société à mission, pour faire le lien avec ce matin, c'est de réconcilier finalement voilà, les deux, c'est-à-dire avoir un travail à la hauteur de la mission sociale. Voilà. Je raconte tout ça parce que pour nous donner de la voix aux bénéficiaires, à la personne âgée qu'on accompagne à domicile, c'est donner de la voix et du pouvoir aux professionnels qui finalement va être clé pour que les personnes qu'on accompagne à domicile puissent exprimer leur choix et que les aidants puissent exprimer leur choix. Et donc, chez À l'Envie, on fonctionne en équipe autonome et on donne la capacité d'agir aux professionnels pour tout un ensemble de choses. Alors assez prosaïquement sur le planning, sur le recrutement, sur pas mal de choses comme ça.
Mais si on en revient au sujet de la table ronde, en fait, l'auxiliaire de vie est impliqué dès le démarrage dans l'évaluation avec la famille, donc participe au premier rendez-vous, participe à la rédaction du projet de vie. Chaque personne accompagnée a un auxiliaire référent. Et après, l'auxiliaire a le temps, on parlait beaucoup du temps tout à l'heure, a le temps de se poser la question, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est le souhait, sont les souhaits de la personne que j'accompagne. Et à la fois, elle dispose de temps pour elle avec son bénéficiaire, et elle dispose de temps collectif avec les autres personnes qui vont l'accompagner, lors d'analyses de pratiques professionnelles ou de réunions, pour vraiment, on parlait beaucoup de l'importance du temps. Voilà, donc nous, notre mission chez Allenvie, si je devais résumer comme ça, c'est donner la capacité d'agir, la formation. Émanciper encore plus les auxiliaires de vie. Voilà, qui sont finalement la personne clé dans l'accompagnement à domicile. Alors c'est assez différent du monde de l'établissement. Il y a vraiment un lien privilégié, intime, je dirais presque, entre l'auxiliaire de vie et la personne accompagnée. Et donc voilà, on pense vraiment, on est assez convaincu qu'en donnant cette capacité d'agir aux professionnels, on donne de la voix finalement aux personnes accompagnées. Vous créez une boucle WhatsApp pour communiquer avec les proches ? Alors effectivement, ça marche aussi en ayant les bons outils. Donc à chaque fois, il y a différentes boucles. Il y a une boucle avec les aidants et l'auxiliaire référente dont je parlais tout à l'heure. Et donc ça facilite beaucoup la communication. On parle de transparence et donc tout le monde est au courant de ce qui se passe. Ça passe aussi par les cahiers de transmission. Et on a aussi des boucles entre professionnels parce que l'auxiliaire référent va être la personne clé qui va avoir toutes les informations sur le projet de vie, sur les souhaits de la personne, mais va pouvoir facilement le transmettre à la fois au démarrage, mais aussi dans l'accompagnement, dans la durée. Donc c'est vrai que ça passe aussi par des outils de communication qui peuvent être assez simplement des boucles WhatsApp, effectivement. Donc vous faites de la formation, vous formez les auxiliaires de vie dans le sens que vous dites. Merci pour la question, et c'est vrai que c'est le dernier point hyper important. Dire émanciper les auxiliaires, leur donner le pouvoir d'agir, ça marche avec pas mal de formations. Donc on est formé par Compagnie, qui est un organisme de formation qu'on a créé chez Allenvie et qui intervient aussi dans des établissements ou des services d'aide à domicile. Et on se forme à l'écoute, à la posture, on se forme à la communication auprès des familles. Voilà, parce que de donner le pouvoir d'agir, ça marche aussi si après on sait faire, si on sait accompagner. Donc ça fait pas tout. C'est on se donne des obligations de moyens pour mieux y arriver. Madame Ojardias, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce que vous avez entendu de ces professionnels-là ? Alors, merci de tout ce que vous faites. Nous, on est beaucoup sollicités par des familles où il n'y a pas de CVS dans les établissements, où les CVS dysfonctionnent, où par exemple, il n'y a pas d'élection. Là, le dernier message que j'ai reçu cette semaine, pas d'élection. La directrice a choisi par cooptation voilà. Et quand les familles se sont plaintes, peur des représailles. En gros, si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir. Donc il y a un collectif de familles toulousains qui travaille beaucoup en lien avec le ministère actuellement pour qu'il y ait vraiment un contrôle déjà par les ARS et les départements que cet organe démocratique fonctionne. Ça, c'est vraiment un premier point. Et juste, je dirais que avant d'écrire des rapports, des chartes, des recommandations, peut-être que chacun et chacune d'entre nous se pose la question: est-ce que j'aimerais passer des journées à attendre une visite, à manger en collectivité, à voir mes volets fermés à partir de 17h parce que ça arrange tout le monde, même en pleine journée, et autre chose? Si nous répondons en toute honnêteté, en se disant plus jamais cela, s'il y a une réelle volonté politique de tous les acteurs du grand âge, et au-delà celle de notre société, d'offrir une vie digne en EHPAD, les moyens suivront. Tout est affaire de choix. À vous et merci de nous prouver, à nos parents et aux familles, que vous avez fait ce choix pour qu'ils aient une fin de vie digne. Travaillons pour transposer dans notre société ce proverbe africain: quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Merci. Jean-Marc, toute dernière question. Aujourd'hui, il n'existe pas dans le champ des établissements ou services pour personnes âgées, comme dans le secteur sanitaire, d'associations d'usagers agréées. Est-ce que ça vous paraît souhaitable ? Bien sûr.
Oui. Après, il faut effectivement se rapprocher d'associations locales qui se sont créées ou des structures associatives un peu plus importantes, type France Alzheimer, qui représentent certaines populations de malades. Mais oui, bien sûr, plus la démocratie entre dans les établissements, mieux c'est. Madame, messieurs, je vous remercie et je vous laisse regagner la salle.